Bonjour à tous, on va faire cette conférence en français. Je suis honoré et ravi de venir présenter cette conférence sur le bureau de demain, vision et innovation. Je suis Jérémy Bataille, le fondateur de FlexJob, la plateforme de recrutement pour travailler autrement. Le bureau de demain, c'est un énorme enjeu, qu'il soit en flex office, modulable, à distance. C'est un réel enjeu de performance pour les entreprises. On va le voir tout de suite. J'accueille Alain Diribarne, chercheur au CNRS et responsable scientifique d'Actineo. Je vous propose de vous mettre au devant de la salle. Donc, merci. Comme je dis toujours, je suis l'intellectuel de service et j'espère que je ne vous ennuierai pas trop avec mes propos. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit avant et les derniers mots sur la ville de demain, qui sera une ville de bonheur, de plaisir et d'amour. Ce qui veut dire que probablement les villes que nous avons construites depuis longtemps sont des villes où il n'y a pas de bonheur, de plaisir et d'amour. Donc, ceci pour introduire la logique de bureau. En fait, on voit bien qu'on n'est pas dans une situation de révolution, on est dans une situation d'évolution. Et effectivement, on est en train de fermer, en gros, un siècle d'un modèle d'organisation productive et de vie en société. Je rappelle, le siècle en question, c'est le siècle du taylorisme, dans lequel on a dit qu'il y avait des grandes organisations qui étaient celles qui étaient les plus performantes du point de vue du travail, et des villes également qui étaient taylorisées avec des spécialisations de différents districts, on l'a évoqué. Ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est un double mouvement. Un mouvement qui est en gros du côté de l'organisation productive, un mouvement qui cherche à mettre en premier l'innovation et qui considère que pour qu'il y ait innovation, il faut favoriser les échanges et il faut favoriser des échanges avec des rencontres qui sont des rencontres improbables. D'où on va parler des espaces de coworking qui en principe sont destinés à cet objectif. Et puis on dit aussi, et ça a été évoqué, arrivent des nouvelles générations. Alors je vous laisse le vocabulaire, celle du millénium, celle des Y et ainsi de suite, qui sont des générations dans le monde entier qui ont été socialisées sur des bases différentes des générations antérieures et qui effectivement cherchent quelque chose de plus ludique, de plus fun, pour lequel on s'interroge beaucoup sur la part entre ce qui est un individualisme extrêmement fort et ce qui est d'autre part un besoin de socialisation dans des échanges. Du point de vue de ces échanges, on voit qu'on a deux dimensions qui, d'une certaine manière, se télescopent. La dimension qui a été évoquée, qui est celle, les réseaux sociaux, les nouvelles technos de l'information et ainsi de suite, qui permettent de faire des échanges virtuels dans lesquels les jeunes générations sont tombées dans la marmite, il n'y a pas de problème, sauf que il ne faut pas oublier que l'être humain est avant tout un être social et que pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait aussi échange en présentiel parce que l'échange se fait avec les 5 sens et que le vrai échange est un échange qui combine l'ensemble de ces sens. Et du coup, vous voyez apparaître, entre autres dans ce qui a été présenté tout à l'heure, une idée principale, qu'il faut recréer des espaces de socialisation en général et des espaces de socialisation au travail. Et donc, on voit bien qu'on est en train d'évoluer dans un monde où on est en train de commencer à réorganiser toutes les échelles d'espace et les échelles de temps, les échelles d'espace parce que tout le monde parle de la mondialisation qui fait qu'on est nécessairement aujourd'hui ici et ailleurs, on travaille tout le temps. Je ne sais plus qui a expliqué, ah oui, notre collègue chinois a expliqué qu'il venait d'arriver et effectivement les chercheurs travaillent dans le monde entier et donc on a le décalage horaire, ça ne fait rien, on travaille tout le temps. Donc là, on est ailleurs et en même temps, on est ici, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus aussi en des relations qui sont des relations personnelles étroites. Ces relations personnelles étroites étant destinées justement à travers des échanges riches à faire en sorte qu'on soit créatif, innovateur et donc qu'on soit en plein dans le paradigme qui est le paradigme moderne. Vous voyez que l'intérêt de ce paradigme moderne, c'est qu'il cherche à combiner efficacité et bien-être autour de la redécouverte que le facteur principal de production, c'était le collaborateur, les collaborateurs et collaboratrices, à la fois uniques
et collectif sur des agencements de différents niveaux. Ce n'est pas le hasard. Si aujourd'hui on travaille sur des problématiques qui sont des problématiques de nœuds de réseau, c'est-à-dire que dans les différentes échelles que j'ai évoquées, les individus, les groupes, les sous-groupes sont organisés en réseau qui eux-mêmes ont des lieux de polarisation qui sont les lieux d'échange. Et si j'ai bien compris, tout ce qui est raconté sur les espaces de coworking, sur ces notions de flex-organisation, c'est que justement, elles sont destinées à faire rentrer les uns et les autres dans cette nouvelle logique. Je suis donc chercheur au CNRS, et économiste et sociologue. Je viens d'écrire un dernier papier sur l'entreprise libérée et les talents, chronique d'un avènement annoncé, pour dire simplement qu'aujourd'hui, on a 3 courants qui sont en concurrence ou en complémentarité autour de cette idée de cette entreprise libérée et des talents qui sont associés. Vous avez d'un côté un courant qui est en gros libertaire, qui est celui qui cherche avec l'économie sociale et solidaire à réinventer des organisations productives de proximité qui sortent de la logique marchande et qui créent avec les communaux le plaisir de travailler ensemble, le plaisir de faire, qui sort même de la logique de l'emploi, qui rentre dans la logique du travail et de l'organisation libre. Vous avez à l'autre côté, et en fait ce qui m'a intéressé, c'est dans tout ce qui a été présenté, vous avez la logique libertarienne, c'est-à-dire le prolongement de la compétition, où si on fait des coopérations, si on fait des collaborations, si on travaille ensemble, c'est pour lutter contre les autres, c'est pour gagner. Et de ce point de vue-là, plus on fait des villes avec le modèle que l'on a, plus on fait perdre plein de territoires, sauf si justement on arrive à utiliser les combinaisons d'échelles de façon à permettre de faire travailler les uns et les autres dans des conditions qui sont des bonnes conditions du point de vue économique et du point de vue social. Et au milieu, ce qui est peut-être vous tous, on voit à des gens qui disent « mais c'est vrai, nos organisations productives, nos villes sont des villes qui sont doublement contre-productives, d'une part du point de vue de l'efficacité productive et d'autre part du point de vue bien-être au travail. C'est ce que j'ai appelé, à défaut d'autre chose, des réformateurs humanistes qui disent il faut que nous, entreprises, nous, organisateurs privés et publics de l'ensemble de l'organisation productive et de l'ensemble des modes de vie, nous soyons capables de réinventer des formes d'organisation du travail, des espaces de travail et des temps de travail qui ont la double propriété, justement, de permettre, à travers l'innovation, d'être compétitifs et performants dans la compétition internationale mondialisée, et par ailleurs, de permettre à tous, y compris les gens qui n'ont pas de talent, à tous qui sont au travail, qui ont besoin de vivre, de travailler et de vivre dans des bonnes conditions, c'est-à-dire dans des conditions, à défaut d'amour, au moins des mots de bonheur et des conditions de satisfaction. Voilà, j'arrêterai là pour laisser la parole aux autres. Merci Alain. Vous pouvez aller vous asseoir. Oui, parfait. Vous avez respecté le timing. Merci beaucoup Alain pour cet échange sur finalement l'innovation au service du bien-être. C'est ça, hein, l'innovation au service du bien-être et de la performance. Je vous demande d'accueillir maintenant Philippe Blandin, le cofondateur et associé d'Ennexia. Bonjour à tous. Déjà, merci de nous accueillir. C'est toujours un peu compliqué de parler après un scientifique parce qu'on se sent un peu bête, mais voilà. En tout cas, je vais essayer de vous parler plutôt de mon expérience. Moi, je viens de la vieille économie. Plus précisément, je viens du monde de l'industrie. Et dans l'industrie, comme dans les autres métiers, il y a une problématique de performance, mais elle est rendue compliquée par le lien avec ses salariés, avec ses employés. Relativement, c'est assez simple. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de ça, mais il y a un certain nombre de membres du corps professoral qui avaient tendance, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, à dire quand un élève n'était pas très bon, bon pour l'usine. Forcément, ça crée un rapport au monde industriel qui est un peu compliqué et qui fait que quand on travaille dans le monde de l'industrie et qu'on veut recruter des gens, on se retrouve confronté à un manque d'attractivité. Donc, il faut bien aller chercher cette attractivité ailleurs.
Et en même temps, il faut être performant. Et si je n'ai pas de salariés, je ne suis pas performant. Donc, c'est un cercle vicieux. Et moi, j'avais fait le constat que dans le monde de l'industrie, contrairement à ce qu'on pense, les gens sont plutôt qualifiés, les gens sont plutôt bien payés, parce qu'en fait, si on veut attirer les gens, on essaie d'abord de le faire par le salaire. Sauf que ça ne suffit pas. On a encore des trous en termes de compétences. Et le salaire, c'est peut-être un élément de motivation, mais pendant un court moment, mais c'est surtout un élément de frustration, parce qu'on n'a jamais assez, on ne gagne jamais assez. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher les éléments de la performance ? Peut-être que maintenant, et de plus en plus, on va se poser la question du bien-être au travail. Alors, le bien-être au travail, ça peut passer par plusieurs choses. Ça peut passer par des choses très matérielles, de l'aménagement. Ça peut aussi passer par du management. Et ça peut aussi passer par des services apportés aux salariés. Alors moi, je ne vais pas vous vendre ce qu'on fait chez Enexia, mais en tout cas, on travaille sur les aménagements et sur les services. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ces axes d'amélioration et comment on peut agir sur la performance. Mais avant de parler de la performance, on va peut-être dire 2 mots de la contre-performance. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude, il y a des études qui ont été faites par des assureurs et des mutuelles qui chiffrent à plusieurs milliards le mal-être des salariés au travail et donc, par extension, le mal-être des salariés tout court, y compris dans leur famille. Parce que si je ne suis pas bien au boulot, je ne suis pas bien à la maison. Donc quand je rentre et que je vois mon conjoint ou ma conjointe, du coup, je vais plutôt m'engueuler avec elle ou je vais être toxique pour mon environnement. Donc le fait de réfléchir sur les environnements dans lesquels on est amené à travailler, c'est se dire que si je mets à disposition des salariés un environnement qui est à minima aussi bien que ce que j'ai envie d'avoir chez moi, déjà c'est un point extrêmement positif. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, et c'est vraiment en train de changer, et on voit que les efforts sont faits dans cette direction, la plupart du temps, quand je vais à mon travail, je vais me retrouver avec un environnement de travail, avec des équipements de travail qui vont être moins bien que ce que je peux avoir chez moi. Et puis, l'autre aspect sur les services, c'est que je vais me retrouver dans mon espace de travail à devoir gérer mes problèmes perso. Souvent, l'entreprise, elle va faire en sorte d'apporter les éléments qui vont permettre de résoudre mes problèmes professionnels. Mais quid de mes problèmes perso ? Or, si j'ai des problèmes perso, je viens au boulot, je ne suis pas bien, je ne suis pas motivé, ça m'agace, et je vais prendre du temps sur mon temps de travail à essayer de régler ces problèmes perso. Non pas que je sois un flemmard, c'est juste que je n'ai pas d'autre solution pour pouvoir le faire. Et donc, comment on fait pour gérer ces problèmes perso pour monsieur, madame, tout le monde ? Pourquoi ? Parce que je ne suis pas CADSUP. Et si je suis CADSUP, j'ai du personnel qui va pouvoir m'aider à gérer mes problèmes perso, ou je vais avoir un degré de connaissance qui va me permettre d'avoir la bonne vision sur comment je vais gérer ces problèmes perso. Et d'agir sur ces 2 aspects, par définition, je ne parle pas du management parce que je n'interviens pas dessus, mais bien entendu, c'est au cœur des problématiques de performance et de bien-être au travail. Mais en tout cas, si j'agis sur l'aménagement et si j'agis sur une offre de service qui me permet de me libérer de mes soucis du quotidien, je vais pouvoir être plus performant au travail. Alors, je parle de performance depuis le début, mais je ne l'ai pas défini. Alors, ce n'est pas bien parce que j'ai fait des études. On m'a dit qu'il fallait d'abord définir en introduction de quoi on parle. Je vais essayer de revenir dessus. Vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait, j'ai un petit logo, là, un petit symbole. Je fais partie d'une structure qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants et qui travaille depuis très longtemps sur un concept qui s'appelle la performance globale. La performance globale, on va l'appeler autrement dans la vie de tous les jours, c'est la RSE. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la performance, elle est, comme son nom l'indique, multifactorielle. Elle va aller partout. Et elle va aller partout dans le monde du travail, elle va aller partout dans le monde familial. J'en ai touché 2 mots au début de mon intervention. Mais aussi, elle va être bien entendu financière et extra-financière. Alors financière, c'est assez clair, c'est-à-dire que moi, je suis financier à la base, j'ai travaillé dans le monde de la finance. Donc, financière, ça veut dire qu'on va être capable d'améliorer son chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on va être capable d'améliorer sa productivité. Ça veut dire qu'on va être capable de baisser son turnover sur le flux par rapport aux embauches des salariés. Ça veut dire qu'on va être capable d'agir sur le temps passé par les salariés à gérer leurs problèmes perso pour qu'ils deviennent productifs pour le temps de l'entreprise.
Tout ça, c'est du financier. Mais il y a aussi l'extra-financier. C'est-à-dire, je fais partie d'un écosystème où j'ai des fournisseurs, où j'ai des partenaires publics, où j'ai des partenaires parapublics, où j'ai des partenaires privés. Eh bien, si je ne suis pas capable de démontrer que j'agis positivement sur le bien-être de mes salariés et par extension de tous ces acteurs qui se trouvent autour de lui, eh bien, ça veut dire que ma performance, elle n'est pas durable. On peut se poser la question, sans rentrer dans un débat politique, de est-ce qu'il est durable d'aller toujours vers moins cher, le moins cher, à partir du moment où, si on dit on est moins cher, ça veut dire qu'on a des moyens de production moins chers, donc potentiellement qu'on va vers de plus en plus d'automatisation, et donc de moins en moins de salariés, sauf que les salariés sont les consommateurs. Donc, le bien-être, il passe aussi par une réflexion durable, par une réflexion long terme et par le fait de s'inscrire dans un dispositif qui va au-delà de ma seule entreprise. Et puis, il me reste 1 minute, je vais essayer de conclure là-dessus, d'ouvrir encore un peu le débat. C'est de se dire, est-ce que dans 10, 15, 20 ans, il y aura encore des salariés? C'est une vraie question, je ne suis pas capable d'y répondre, je ne suis pas scientifique. Mais est-ce qu'il y aura encore des salariés? Il y aura certainement des travailleurs. Des travailleurs, je ne dis pas des gens qui travaillent contre un salaire, je dis des gens qui contribuent à la richesse du monde, à la richesse de la société. C'est des hommes, des femmes qui font de l'associatif, c'est des hommes, des femmes qui sont au foyer, qui gèrent leur famille, qui gèrent leur quotidien, qui créent du bonheur, qui créent de la valeur. Et la valeur, elle n'est pas que financière, parce qu'on parle de performance globale. Donc, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur la déconnexion du salaire et du travail, et donc sur la déconnexion du lieu sur lequel je travaille, qui du coup devient totalement étendu et qui peut aller sur le parking, dans la voiture, dans une entreprise, dans une autre entreprise, bref, dans tous les lieux publics où on va pouvoir se retrouver. Voilà. Bravo, merci Philippe pour cette ouverture qu'on aura l'occasion de revenir juste après pour le débat. Je vous demande maintenant d'accueillir Clément Alteresco, le fondateur et associé de Bureau à partager. Bonjour à tous, ravi d'être ici et de vous parler du bureau de demain. Donc moi, le bureau de demain, je le vois avec un prisme d'entrepreneur, fondateur d'une jeune start-up qui a 4 ans. Je vais revenir rapidement sur ce que fait Bureau à partager parce que ce n'est pas forcément évident toujours pour tout le monde. On a 3 activités. La première, c'est qu'on a une plateforme qui met en relation l'offre et la demande de bureaux flexibles, coworking, espaces de travail partagés, etc. On est aussi opérateur d'espace. On a 28 000 m² à Paris, en Ile-de-France, qu'on gère avec un modèle assez spécifique qu'on recycle des bureaux qui sont vides. On s'est rendu compte que les foncières, les grands groupes laissaient des bureaux vides pendant des durées très très longues. Et du coup, on vient gérer ces espaces sur des durées assez courtes et valoriser des espaces qui seraient vides sinon. Et enfin, Bureau à partager, c'est avant tout une entreprise techno. Donc on a développé un logiciel qui s'appelle Link, une plateforme qui nous aide à gérer ces bureaux aussi bien sur la partie administrative mais surtout sur la partie services et communauté. Donc on a un moyen technique, une plateforme technique qui gère ces bureaux. Alors moi, quand on m'a dit le bureau de demain, je me suis dit, est-ce que ça veut dire quelque chose encore, ce mot bureau? Le mot bureau, c'est finalement la table, c'est très statique. Le mot bureau, c'est aussi l'endroit où on travaille. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette idée du bureau de demain, c'est plutôt comment on va travailler demain. Parce que le bureau, finalement, ça sert qu'à travailler. Je discutais avec mon amie Anne Keuch qui me disait, mais en fait, il n'y a plus de bureaux, c'est plutôt des lieux de rencontre. Et effectivement, c'est ça le coworking. Moi, j'ai eu la chance de travailler, de monter un espace de coworking à San Francisco tout au début du coworking. On est en 2007-2008. Et en fait, après avoir installé le mobilier, etc., donc on est au début, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. Ce que je me suis rendu compte, c'était que mon boulot, c'était de mettre en relation les gens. Donc j'avais des entrepreneurs qui venaient, j'avais des petites boîtes, j'avais plein de gens très différents. Et je me suis rendu compte que ces gens-là, ils venaient pour rencontrer d'autres personnes. Donc mon but, c'était de comprendre ce qu'ils faisaient et puis de les connecter avec d'autres personnes. Et puis mon but, c'était d'organiser des petits-déj, d'organiser des conférences, d'amener du savoir. Donc je me suis retrouvé en fait à faire un nouveau métier qui était celui de mettre en lien les gens, de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Et c'est ça le coworking. On a souvent du mal à définir le coworking. On est le centre d'affaires avant, est-ce que c'est du coworking? Voilà. La différence entre un centre d'affaires et un coworking, c'est cette partie animation, cette partie communauté, ce brassage qui est voulu dans l'espace.
Et je pense que le bureau de demain, c'est un des premiers éléments pour moi qui me paraît important de réfléchir. Le bureau de demain ou l'espace de travail de demain, c'est cette partie partagée, synergie, brassage des compétences. Donc ça, c'est pas du tout évident parce que quand on parle de ça à des entreprises, elles nous disent nous, on a des salariés, ils sont pas forcément, ils n'ont pas besoin d'échanger avec d'autres. Est-ce qu'il faut qu'on s'ouvre Donc, c'est vrai qu'il y a cette vraie question de confidentialité et d'ouverture de l'entreprise à d'autres entreprises. Nous, quand on a des clients au téléphone qui veulent partager leur bureau, ils nous disent « Mais attendez, est-ce que je vais laisser la clé à d'autres personnes? Est-ce que je vais partager ma salle de réunion ?» Donc, il y a une appréhension culturelle sur cette partie partage qu'on essaie justement d'armatiser et de les aider dans cette idée de partage. Et après, on se rend compte qu'ils sont très contents. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont commencé à partager leur espace, ils n'arrêtent plus parce qu'ils ont compris la valeur de travailler ensemble, la valeur d'échanger des compétences. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une des premières choses les plus importantes. C'est le bureau de demain, il sera beaucoup plus ouvert. Les espaces seront ouverts, pas seulement sur l'extérieur, mais aussi à d'autres entreprises, ils seront partagés. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est cette question de connexion. Donc le coworking, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi ça existe? C'est parce que depuis à peu près 15 ans, on a des nouvelles petites bêtes qui s'appellent les ordinateurs portables avec lesquels on peut se déplacer partout. C'est ça qui a créé le mouvement du coworking. Pour un petit retour en arrière, le coworking, c'est né parce qu'il y a des personnes qui se sont rencontrées dans un café avec ces nouveaux laptops. Elles ont commencé à travailler dans des cafés. Et puis finalement, il y en a une qui a dit « Tiens, moi j'ai de la place chez moi. Est-ce que tu peux venir bosser chez moi ?» Et puis ils se sont dit « Tiens, si on ouvrait un espace, on va dire à nos petits copains entrepreneurs de venir. » Et ça a fonctionné, ça a démarré comme ça. Sur la côte ouest des États-Unis avec des petits espaces qui sont montés. Donc cette notion de technologie, elle est au centre du coworking et elle est au centre des nouvelles façons de travailler de demain. Évidemment, je ne vais pas vous faire le live sur tous les téléphones portables, la mobilité, vous connaissez ça par cœur. Mais je pense que la technologie, elle va aller plus loin. Moi, je crois beaucoup, et on y travaille chez Bureau à partager sur cette partie IoT, objets connectés, data. Demain, le bureau, il aura les chaises seront connectées, les capteurs de présence, il y aura des capacités de régler la température, il y aura de la géolocalisation. On va mettre, à mon avis, à voir de plus en plus énormément de nouvelles technos, d'objets connectés. On va avoir la possibilité d'avoir des données de passage sur des espaces et savoir si cette salle de réunion elle est mieux occupée que l'autre. Et du coup, on va pouvoir réaménager les choses. Donc, il y a toute cette partie, on va dire, techno, hardware, data qui arrive tranquillement et qui sera, à mon avis, une partie majeure des espaces de demain. Voilà. La dernière chose qui me travaille chez Bureau à partager et qui me semble être vraiment un véritable enjeu, c'est toute cette notion de liquidité de l'espace, d'instantanéité, de booking de l'espace. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez tous utilisé Uber, on reprend le pouvoir. C'est-à-dire que c'est nous qui, avec nos petits doigts, avec nos petits portables, décidons du service qu'on veut avoir à tout moment. Et donc ça, c'est devenu quelque chose dans la société qui est généralisé. On a ce pouvoir, on a ce portable, on a ces services, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc je pense que l'espace de travail de demain, il sera aussi accessible comme ça. Comme le disait mon ami d'avant, ça sera partout. C'est-à-dire qu'on pourra booker des espaces dans des parkings, on pourra booker des espaces de salles de réunion, dans les autres entreprises. Il y aura une instantanéité et une capacité à aller chercher des endroits pour travailler ou faire autre chose, parce que moi, je n'ai pas l'impression de travailler, je vis. Et donc, je pense que cette instantanéité, cette capacité de liquidité de l'espace, elle est fondamentale demain. Et ça sera où je veux, quand je veux, et surtout pour faire quoi? Est-ce que je dois me réunir? Est-ce que je dois me concentrer? Est-ce que je dois faire une présentation? Donc, de quoi j'ai besoin en termes de matériel, etc. Et tout ça, ça sera au bout des doigts. Donc, moi, si je devais résumer, il y a cette notion de partage, d'ouverture, de compétences qui me semble essentielle. Ces zones où il faut qu'il y ait de la friction. Et cette friction, elle viendra non seulement de l'espace, mais aussi des technologies qui permettent aux gens de se rencontrer, etc. Donc, cette notion partagée. Finalement, la deuxième chose dont je vous parlais, c'est la partie technologie, la data, les objets, etc. Et la dernière, c'est cette instantanéité, cette partie temps réel
qui me paraît être le sens vers là où on va, ce nouvel usage très puissant de l'utilisateur. Voilà. Merci Clément. Alors on aura retenu beaucoup de choses très intéressantes, la performance, le bien-être qui est extrêmement lié, finalement que le bureau de demain, c'est finalement le travail de demain. Est-ce que le travail est un lieu et un temps, ou est-ce que le travail est quelque chose que l'on fait? On peut légitimement se poser la question. Est-ce que vous avez envie de partager? Peut-être Alain, je vous vois faire un signe. Prenez le micro. À la fois partager pour le plaisir de la discussion. D'abord, ce qui a été dit sur la logique de l'interdépendance de toutes les dimensions, c'est vraiment une nécessité de toujours travailler en logique systémique, c'est-à-dire par le fait que toutes les dimensions qu'on a évoquées, au travail, hors travail, la technologie, l'espace physique et ainsi de suite, sont en interdépendance, et donc on ne peut pas attribuer à une dimension la totalité du résultat. Donc là, c'est déjà un peu difficile à faire comprendre à un certain nombre de responsables d'entreprise. Second élément, je vous ai écouté. Mon grand plaisir en tant que chercheur au CNRS, c'est qu'on n'a pas attendu les nouvelles technos pour échanger, travailler ensemble et ainsi de suite. Et donc, bien avant, c'était notre métier. Et donc, d'une certaine manière, tout ce qui est raconté ici, c'est notre vraie revanche par rapport à tout le mal qu'on a dit sur les chercheurs, c'est que ça devient l'outil de référence de la manière de travailler ensemble. Mais qui a dit du mal sur des chercheurs? Écoutez, il suffit de se balader dans la société, en particulier dans la société d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce modèle-là, qui est en fait un modèle d'homme libre. Et là, on y revient sur la question qui a été posée. L'homme libre, il est double. Il est libre parce que dans sa tête, dans sa formation, dans sa constitution, il a intégré sa propre liberté et donc sa capacité à s'organiser sans qu'on lui explique toujours ce qu'il doit faire. Et deuxièmement, il est d'une certaine manière libre du point de vue statutaire, c'est-à-dire qu'on lui laisse la possibilité de travailler sans des rapports de domination qui renvoient à la question du rapport salarial. Donc la mode aujourd'hui, avec un auteur comme Rifkin qui dit le capitalisme est fini et le travail salarié est fini, c'est de dire le travail de demain, dans des espaces ouverts, sera un travail d'homme libre qui ne sera plus avec la domination salariale. La question est, qu'est-ce que signifie cette idée-là, qui est en fait une idéologie? Et donc, on verra après ce qu'en pensent les jeunes dirigeants, mais là, il y a un vrai problème de la société de demain. C'est pas une idéologie, c'est déjà là, c'est déjà en marche. Il y a déjà beaucoup plus d'auto-entrepreneurs, de gens qui sont freelance. Aujourd'hui, moi, quand j'emploie des gens, souvent, ils me disent pas forcément qu'ils veulent un CDI. Garder leur liberté et rester en entrepreneur, c'est aussi une volonté de leur part. Donc, il y a pas, c'est déjà là. On voit cette part du salarié qui est grignotée, justement parce que la liberté des gens est devenue un vrai sujet. Je vous laisse et puis je reviendrai dessus. Ouais, juste revenir 2 secondes sur l'idée de technologie. Je vais essayer de boucler entre les deux. Nous, on fait notamment des aménagements. Vous pouvez les voir sur le stand Mobilitis ici. Donc, je vous invite à les tester. Et en fait, on utilise un système hyper évolué technologique qui est l'humain, en fait, qui est le plus sophistiqué des éléments technologiques, avec le lien social. Vous deux, vous avez cité ce lien social. Et moi, j'ai vu des études où, en gros, ce qui vient en premier, bien entendu, dans l'intérêt du travail, c'est l'intérêt du travail lui-même. Et puis, tout de suite après, c'est l'ambiance, le lien avec les autres, etc. Et je pense que le fait de concevoir des espaces comme nous, on le fait, qui sont basés sur des lieux de passage, sur des endroits où on va se rencontrer volontairement ou involontairement, on va activer cet outil technologique merveilleux qu'est le lien social. Pour répondre à la question, moi, je ne me prononce pas sur
Est-ce que c'est une liberté contrainte ou une liberté volontaire? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui choisissent cette liberté, d'autres qui ne la choisissent pas, qui la subissent comme une contrainte. Et je pense que l'élément prépondérant qu'on ne doit pas oublier dans le bien-être des gens, dans leur rapport au travail, c'est le fait qu'ils doivent être en sécurité par rapport à leurs besoins. Et que ça doit répondre à leurs usages. Et je pense que le vrai défi politique de demain, il est de dire comment j'organise cette sécurité des gens pour qu'ils ne soient pas en panique totale parce qu'ils se retrouvent en fait libres, mais libres alors qu'ils ne l'ont pas forcément choisi, quoi. Clément, une réaction? Si je peux me permettre, c'est vrai que l'homme est assez techno, il est pas mal. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rajouter une couche technologique pour créer encore plus de liens sociaux. C'est-à-dire que, en fait, je vous parlais de mon expérience à San Francisco. J'étais cette abeille, en fait, qui faisait le lien entre les gens. Donc, je connaissais les gens, je faisais en sorte de présenter les bonnes personnes aux bonnes personnes. Et quand on me dit mais qu'est-ce qui peut faire qu'un espace est collaboratif, comment on fait en sorte que on ait une bonne animation dans un espace, c'est souvent une question qui remonte. C'est quoi votre truc pour que dans vos espaces il y ait une bonne ambiance? Et ma réponse elle est double, elle est effectivement sur l'aménagement, c'est-à-dire que c'est très important pour qu'il y ait des agoras, etc. Mais la techno joue aussi un rôle très important. Sur notre logiciel, il y a un fil d'actualité, il y a le trombinoscope. Et alors, on est en train de rajouter une fonction, je me bats pour qu'elle arrive d'ici la fin de l'année, qui s'appelle le coffee roulette. Le coffee roulette, c'est simple, c'est 2 personnes tous les vendredis qui doivent prendre un café au hasard. Donc ça, c'est des petites choses qui permettent justement de créer du lien. Et juste une dernière chose, pour aller plus loin, on essaie de travailler un peu en big data pour faire en sorte que chaque personne qui s'inscrive chez nous, on la connaisse, on sache qu'elle a grandi à Nantes, qu'elle a fait ses études, etc., qu'elle est spécialisée sur tel sujet, et qu'on puisse lui dire, tiens, toi, tu devrais rencontrer telle personne parce que vous avez bossé dans la même industrie, etc. Ça, c'est possible grâce aux data, grâce à la techno, et ça permet de créer du lien et des synergies plus rapidement. Voilà, c'est ça qui est important. C'est le digital au service de l'humain et du bien-être. Oui, exactement, au service du social. Au service du social. Alain, un petit mot? Donc, on revient. Ce qui est premier, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec les personnes et pour les personnes. Et donc justement, la technologie, et vous m'excusez de rappeler des choses banales, c'est la meilleure et la pire des choses. Ce qui est premier, c'est l'idéologie. En fonction de l'idéologie que l'on a, toutes les technologies que l'on a évoquées peuvent être très bien mobilisées au service des hommes et contre eux. Car quand vous regardez aujourd'hui, entre autres, ce qu'on raconte sur les nouveaux bureaux justement entièrement ouverts, nomades, permettant aux uns et les autres de travailler, vous voyez de temps en temps une petite ligne en bas. Mais on sait suivre nos collaborateurs tout le temps. Le système technique est capable de le surveiller tout le temps. Avec le progrès des technologies cognitives, on est capable aussi de regarder quelles sont les procédures intellectuelles qu'il utilise par rapport aux procédures normatives. On voudrait qu'ils soient utilisées comme étant les plus performantes. Et donc, vous avez un système de contrôle complet des personnes qui peut se monter dans les années qui viennent. D'où l'importance, pour moi, de la régulation sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une question qui est en dehors par rapport à notre objet. C'est demain, quelle va être l'organisation productive dans le cadre de quelle idéologie de la société de demain. Je reviens à notre bout de débat sur les travailleurs indépendants ou En fait, ce qui a été dit, c'est que vous avez les deux. Le statut de non-salarié est à la fois recherché par un certain nombre de gens qui sont des gens performants sur le marché du travail et qui savent qu'en étant avec le statut d'entrepreneur indépendant, ils ont une capacité de négociation telle qu'ils peuvent tout gagner. Et puis vous avez tous les autres qui sont des gens qui sont en indépendant contraint. Et je regrette, vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé dans les élections aux États-Unis sans voir que derrière, il y avait justement tout ce mouvement, qui est ce mouvement de ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Et donc, autour de l'aménagement des bureaux, se joue justement, comme le travail restera central, même si ce n'est pas du travail obligatoire rémunéré, l'activité, le travail restera central,
Et donc la question qui se pose, c'est quel aménagement des espaces de travail on a autour de justement cette vision de la société de demain. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alain. Un sujet passionnant malheureusement.